7h39, l'heure de retrouver les 4 vérités. Jeff Wittenberg, bonjour. Bonjour Damien. Vous recevez ce matin Julien Sanchez. Julien Sanchez qui est porte-parole du Rassemblement National et maire de Beaucaire dans le Gard. Bonjour Julien Sanchez. Bonjour. Le Rassemblement National, on va en parler, vos projets, vos perspectives. Mais d'abord une question d'actualité, on l'entendait dans le journal. Le procureur de la République de Paris, Rémi Heitz, confirme dans une interview aux Parisiens qu'il y aura bien des suites judiciaires pour certains policiers qui ont peut-être été coupables de violences lors des manifestations des Gilets jaunes. Quelle est votre réaction ? Écoutez, lorsqu'il y a eu des violences avérées, effectivement, cela s'impose. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier que les violences, elles ont été surtout subies par les policiers et que le procureur a été bien absent lorsqu'il s'est agi de lutter contre les Black Blocs et tous ceux qui ont été assez violents vers les policiers. Le procureur rappelle quand même que 2907 personnes ont été placées en garde à vue, que 1317 ont été jugées en 6 mois de manifestation. On ne peut pas dire que c'est une absence ou un quelconque laxisme. Oui, il y a eu une action dénoncé d'ailleurs par les Gilets jaunes assez forte des policiers. Le gouvernement a délibérément laissé, on s'en souvient, l'extrême gauche et les Black Blocs en l'occurrence, s'en prendre à la fois aux policiers, à la fois au commerce. Et ça, il ne faut pas l'oublier tout de même. Il n'y a eu aucune fermeté, vous considérez, non, pendant ces 6 mois ? Non, il n'y a pas eu de fermeté. Je crois il n'y a pas eu de fermeté, puisqu'elle a été parfois dénoncée, au contraire. On a vu la plus belle avenue du monde, donc les Champs-Élysées saccagées, notamment par l'extrême gauche, comme à chaque fois, et ça a été bien souvent impuni. Ça aurait pu être anticipé. Encore une fois, ça n'a pas été anticipé. Le gouvernement a laissé faire et ensuite a pris donc des mesures, mais bien tardivement. Bien, on va parler donc de la suite des élections européennes. 5 jours après ce 26 mai où votre parti, le Rassemblement National, est arrivé en tête, quelles sont vos perspectives, notamment au Parlement européen ? Est-ce que vous allez parvenir à constituer un groupe suffisamment puissant pour peser sur les futures décisions de l'Union européenne ? Oui, bien sûr, parce que pour l'instant, on ne le voit pas. Il ne vous aura pas échappé qu'il n'y a pas de majorité très claire et nette à l'issue de ces élections européennes. Nous avions auparavant le 8e groupe au Parlement européen. Cette fois-ci, nous serons en mesure d'avoir le 3e ou 4e groupe au Parlement européen. Nous avons beaucoup d'alliés, notamment en Italie, où nous sommes aux responsabilités et où une trentaine de députés au Parlement européen ont été élus. Nous avons aussi beaucoup d'alliés en Belgique, en Allemagne. En Hongrie, par exemple, avec Viktor Orban, qui semble plutôt vouloir rejoindre le Parti populaire européen. Quelle est votre stratégie là-dessus ? Je rappelle à Vous n'êtes pas d'accord, par exemple, sur l'attitude à avoir vis-à-vis de la Russie ? Je rappelle tout de même à M. Orban que les sanctions contre son pays, parce qu'il refusait donc les quotas de migrants en Hongrie, ont été votées par les députés du PPE. Alors il devrait vous rejoindre. Ce serait assez étonnant, effectivement, qu'il rejoigne le PPE, parce que, justement, la droite française a voté les sanctions contre M. Orban parce qu'il refusait d'accueillir des migrants. Mais pour l'instant, il n'est pas convaincu de venir avec vous. Nous verrons. En tout cas, Marine Le Pen s'est rendue à Bruxelles, a rencontré un grand nombre de nos partenaires, puisque nous avons de plus en plus de partenaires européens. Nous ne sommes pas isolés, contrairement à toutes les idées reçues qu'on peut entendre. Et donc, dans les prochains jours, nous aurons des annonces à faire sur le sujet. Mais vous savez, les élections viennent de se dérouler. Nous devrons rencontrer évidemment tous nos partenaires. Et ils sont nombreux à vouloir s'allier à nous. Alors, ces élections, lorsqu'on les étudie dans le détail sur le résultat, en France en tout cas, l'analyse géographique et sociale du mouvement montre qu'il y a en quelque sorte 2 France. Il y a celle des petites villes, des zones rurales qui vous met en tête des suffrages. Et puis il y a une autre France, celle des grandes villes, Paris, mais pas seulement, où au contraire vous êtes parfois même en recul. Comment déjà vous l'expliquez ? Est-ce que ce n'est pas un handicap pour un parti comme le vôtre qui se présente comme le Rassemblement National ? Non, ça n'est pas un handicap. Je crois que nous avons aujourd'hui effectivement 2 France. La France gilet jaune qui subit effectivement la casse des services publics, qui subit la désertification rurale, la délocalisation, désindustrialisation du pays. Et qui vote souvent pour vous ? Qui vote effectivement souvent pour nous parce que nous avons des propositions de bon sens qui permettraient de résoudre leurs problèmes, de régler leurs problèmes. Mais si vous l'arrivez au pouvoir, il faut que l'autre France, peut-être aussi un jour, vote pour vous. Et ce n'est toujours pas le cas, et c'est même parfois moins le cas qu'avant. C'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire, effectivement, si on parle de Paris, Paris n'a jamais été une terre importante pour le Rassemblement national. Villes, Lyon, Toulouse, en revanche, Bordeaux, il y a beaucoup Rennes. de villes où nous faisons de bons résultats, notamment les villes du Sud, Perpignan, Nîmes, Marseille, où nous faisons de bons résultats. Alors, pour endiguer cela, nous allons préparer les élections municipales dès maintenant. Nous avons investi la plupart de nos candidats dans les villes de 100 000 habitants et plus. Et donc, nous allons pouvoir aller au contact des Français dans ces villes. Mais Julien Sanchez, le Rassemblement national est arrivé en tête dimanche, il n'y a aucun doute là-dessus.
En revanche, avec un score légèrement inférieur à celui de 2014, où vous étiez déjà en tête. Avec tout de même 600 000 voix de plus qu'en 2014. En valeur absolue, absolument. Mais en 2017, 3 ans après des élections européennes que vous aviez déjà remportées, Marine Le Pen a perdu nettement l'élection présidentielle. Comment, en 2022, il pourrait en être différemment? Alors, Marine Le Pen, effectivement, a perdu l'élection présidentielle. Pour autant, c'était le record historique de notre mouvement, puisque... J'imagine que ce n'est pas des records, vous laissez la victoire un jour, peut-être. Nous avons obtenu 34% des voix au second tour de la présidentielle, c'était important. On nous avait dit qu'on ne dépasserait jamais 20% une élection nationale, on a fait 34%. Alors là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'implanter localement. C'est ce à quoi nous travaillons actuellement, avec les municipales, les départementales, les régionales qui arrivent. Nous avons constaté que dans les villes que nous dirigeons, l'implantation locale a permis de gagner les sièges de conseillers départementaux, des sièges de députés. Et c'est ça vers quoi nous devons nous concentrer dans les prochains mois, gagner localement pour s'ancrer et ensuite diffuser notre parole et obtenir de meilleurs résultats aux élections nationales pour gagner, parce qu'aujourd'hui, il y a urgence. La semaine a été marquée par l'annonce du plan social chez General Electric. Oui. Au Rassemblement national, vous avez dénoncé, je cite, un collectif de Golden Boy impuissant face à des plans sociaux. Vous parliez du gouvernement et des amis d'Emmanuel Macron. Mais comment vous feriez, si vous étiez aux affaires, General Electric fabrique notamment des turbines à gaz, vous feriez en sorte qu'on commande encore des turbines à gaz alors que la transition écologique fait que les commandes sont taries aujourd'hui? Écoutez, on l'avait dit en son temps, parce que le problème, c'est qu'on nous parle aujourd'hui, voilà, quelles solutions vous auriez, mais les solutions, on les avait exposées à l'époque, en 2014-2015, lorsqu'il y avait eu le sujet de General Electric qui avait été mis sur la table. Je crois que nous avions parlé justement de nationalisation sur le sujet, sur Alstom, parce que ça s'imposait, c'était stratégique pour le pays. Et force est de constater qu'Emmanuel Macron, qu'on nous présente comme un cadre, comme quelqu'un de formidable en économie, il a mal négocié et qu'aujourd'hui, on va se retrouver avec des personnes sur le carreau. Mais les réalités économiques, elles existent. Même votre ami Matteo Salvini en Italie, il est confronté à une crise économique très forte. Et par exemple, le chômage en Italie augmente. C'est le seul pays dans la zone euro qui a ce problème aujourd'hui. Oui, mais alors, il n'y a pas de solution miracle. Sur le chômage, je crois que réellement, il faut parler d'emploi aujourd'hui en France et le gouvernement n'en parle pas assez. Qui crée de l'emploi? Les PME, PMI, les commerçants et artisans. Et aujourd'hui, les charges qui pèsent sur eux sont très importantes. Vous avez noté que le chômage baisse quand même depuis quelques mois. Oui, mais c'est du très court terme à chaque fois. Nous n'avons pas de grand plan et nous n'avons pas de stratégie au niveau du gouvernement qui est mise en place. C'est pour ça qu'on va avoir des plans sociaux qui vont arriver, curieusement, juste après les élections européennes et pas 2 jours avant, mais 2 jours après. Pourquoi curieusement? Parce qu'ils se sont bien gardés d'annoncer cela avant les élections européennes. Ils l'annoncent 2 jours après, évidemment, et tout cela est sur commande. Ça, vous pensez que c'est fait exprès? Oui, sur ce sujet, comme sur celui du terroriste de Lyon, on a attendu le lendemain des élections européennes pour nous donner l'information que c'était un délinquant sans papier, algérien. Voilà. L'émission est terminée, mais vous n'avez pas de preuve de ce que vous dites. Vous dites on a fait exprès d'attendre. Ah si, pour Lyon, c'est très clairement, on a clairement la preuve, puisque Gérard Collomb lui-même, maire de Lyon, nous a dit qu'il avait été flouté pour ne pas qu'on voit son identité tout de suite, etc. Mais pas nécessairement parce qu'il y avait les élections. Les informations, c'est un clandestin algérien qui est quand même surveillant dans un lycée. Pour un clandestin, c'est pas mal. On vous a entendu, merci beaucoup Julien Sanchez. Je donne un rendez-vous politique pour ce week-end. Amélie de Montchalin, la secrétaire d'État chargée des affaires européennes, sera l'invitée de Francis Letellier dimanche à 12h15 sur France 3. Merci beaucoup. Merci. Damien, c'est à vous, très bonne journée. Merci messieurs, bonne journée à tous les deux.